L'histoire de Saint-Domingue et d'Haïti commence bien avant l'arrivée des Européens, quand l'île s'appelait Tahiti ou Quisqueya sous le règne des Taïnos. Ce peuple pacifique issu de la branche des Arawaks était organisé en une société sédentaire et complexe divisée en 5 grands caciquas nommés le Marien, la Maga, la Magana, le Xaraga et l'Igué. Chaque royaume était dirigé par un cacique assisté des Nitaïnos, qui formaient la noblesse, et des Boïques, qui servaient de prêtres et de médecins. Les Taïnos cultivaient le manioc, la patate douce et le tabac, dormaient dans des hamacs et vivaient dans des maisons circulaires nommées boyaux. Ils pratiquaient un sport rituel appelé le baptême sur des places sacrées et adoraient des divinités représentées par des sculptures en pierre ou en bois nommées Zémi. La reine Anacaona, souveraine poétesse du Xaraga, incarne la résistance de ce peuple. Après avoir tenté la diplomatie avec les Espagnols, elle fut trahie par le gouverneur Ovando lors du massacre de Xaraga en 1503, puis pendue publiquement en 1504 après avoir refusé de devenir la concubine d'un Espagnol. En moins de 50 ans, la population indigène fut presque totalement exterminée par les travaux forcés des mines d'or sous le système de l'encomienda, les massacres et les maladies. Seul le chef Henri Quillot parvint à mener une guérilla victorieuse dans les montagnes de Baoruco. Au XVIIe siècle, l'ouest de l'île devint un repère d'aventuriers attirés par le vide laissé par les Espagnols. Les boucaniers étaient des chasseurs vivants dans la brousse qui fumaient la viande de bœuf sur un boucan, tandis que les flibustiers utilisaient l'île de la Tortue comme base imprenable pour attaquer les galions espagnols. Ces pirates vivaient selon le code des frères de la côte qui incluait le matelotage pour le partage des biens et une forme d'assurance pour les blessés. Des figures comme François l'Olonnais marquèrent cette époque par une cruauté fanatique. Sous l'impulsion du gouverneur Bertrand d'Augeron, qui fit venir les filles du roi pour stabiliser la population, ces hommes devinrent des planteurs. La France prit officiellement le contrôle du territoire en 1697 avec le traité de Ryswick. La colonie se transforma alors en la perle des Antilles, devenant la plus riche du monde grâce à l'exploitation massive du sucre, du café et de l'indigo. Cette opulence reposait sur l'habitation-sucrerie, une unité industrielle féroce régie par le Code noir de 1685. La société était divisée entre les grands blancs propriétaires, les petits blancs artisans, les gens de couleur libre souvent métis et propriétaires mais discriminés, et une immense majorité d'esclaves traités comme des biens meubles. Le travail dans les sucreries était un enfer où les esclaves travaillaient de soleil à soleil. Dans les moulins, la vitesse était telle qu'une hache devait toujours être prête pour amputer le bras d'un esclave dont la main aurait été happée par les cylindres de fer. L'espérance de vie d'un esclave n'excédait pas 10 ans après son arrivée d'Afrique. En août 1791, la cérémonie du bois caïman dirigée par le prêtre vaudou Duti Boukman et la prêtresse Cécile Fatiman déclencha une insurrection générale. Les esclaves jurèrent de vivre libres ou de mourir et mirent le feu aux plantations du Nord. Toussaint Louverture, un ancien esclave instruit et brillant tacticien surnommé le Napoléon Noir, s'imposa comme le leader du mouvement. Il organisa une armée disciplinée, chassa les Anglais et rédigea une constitution en 1801 qui le nommait gouverneur à vie. Napoléon Bonaparte envoya alors l'expédition Leclerc en 1802 pour rétablir l'esclavage. Toussaint fut arrêté par ruse et déporté au fort de Joux en France, où il mourut de froid en 1803, après avoir prédit que les racines de la liberté repousseraient car elles étaient profondes et nombreuses. Jean-Jacques Dessalines reprit le flambeau et créa le drapeau haïtien lors du congrès d'Arcahaie en arrachant le blanc du tricolore français pour symboliser l'union des Noirs et des mulâtres. Le 18 novembre 1803, la victoire de Vertières menée par l'héroïsme de Capois-la-Mort contre les troupes françaises de Rochambeau scella le destin de la colonie. Le 1er janvier 1804, l'indépendance fut proclamée aux Gonaïves sous le nom d'Haïti. Dessalines fut sacré empereur sous le nom de Jacques Ier, mais fut assassiné en 1806 au Pont-Rouge. Cet événement divisa le pays entre le sud républicain d'Alexandre Pétion et le nord monarchique d'Henri Christophe. Ce dernier bâtit la citadelle La Ferrière au sommet du Bonnet à l'évêque et le palais, sans souci à Milot pour prouver au monde la grandeur et la capacité de bâtisseur des anciens esclaves. En 1825, la France de Charles X exigea une indemnité de 150 millions de francs or pour reconnaître l'indépendance sous la menace d'une escadre de 14 navires de guerre. Le président Jean-Pierre Boyer accepta cette ordonnance, ce qui entraîna la double dette car Haïti dut emprunter aux banques françaises pour payer cette somme. Ce fardeau financier qui représentait jusqu'à 80% du budget national handicapa le développement du pays et ne fut totalement remboursé qu'en 1947. Haïti reste aujourd'hui le symbole universel de la première nation noire indépendante ayant brisé les chaînes de l'esclavage par ses propres forces.